Aurélie Waynon voulait prendre la parole. Ah oui, il y avait Jean-Luc. Jean-Luc, pardon. Excuse-moi, je ne t'ai pas vu. C'est moi qui ai ma faute. Je ne sais pas si Mais d'abord Jean-Luc et puis j'interviendrai, je prendrai la parole après alors. Alors Jean-Luc Gossens, président de la SSD. Oui, voilà. Je voulais un peu rebondir sur la question de la collaboration très importante entre les conseils de programme, les décideurs de la chaîne et les créateurs. Donc, en parlant un peu de mon expérience, on va dire, bon, il y a une quinzaine d'années, j'avais écrit par exemple le licence Twitter sur le café. Donc, je dois dire, la collaboration s'était super bien passée. En fait, on avait pu travailler pas mal en confiance, je dois dire. Et voilà, après, personne ne savait si ça allait fonctionner ou pas au final. Hein, mais je veux dire, on avait eu en tout cas la confiance d'Arlette Goldberg à l'époque, et je dois dire, et puis après, la chaîne avait très bien promotionné aussi la sortie de la saison 1. Et finalement, ben voilà, c'est pas une chance exacte, on ne pouvait pas être sûr, parce qu'on ne peut pas, enfin, même si vous connaissez bien le public, on ne sait quand même jamais à 100% si on va toucher le public ou pas. Et là, je trouve que c'était une expérience assez réussie. Après, dans mon expérience personnelle, mais aussi dans tous les échos que j'ai pu avoir des auteurs et des autrices ici, en tout cas avec l'équipe fiction de la SACD, c'est quand même devenu de plus en plus compliqué, c'est quand même devenu, je dirais, avec de l'interventionnisme beaucoup plus grand à chaque étape de la direction de la fiction, des conseils de programme, etc. Et malgré quelques très beaux succès en série, mais il y en a eu d'autres où je pense voilà, la collaboration ne s'est pas très bien passée et ça n'a pas aidé le résultat ni le succès éventuel des séries. Donc ça, je pense que c'est très important de mieux collaborer, comme disait Frédéric, et surtout dans l'enjeu qui va, et Emmanuel en parlait, mais dans l'enjeu qu'il va y avoir sur la lutte, en fait, pour s'attirer les talents avec l'arrivée des plateformes, une situation où la RTBF va être de plus en plus en concurrence avec RTL TV qui se lance aussi dans ce marché de la fiction et du documentaire et de la production locale, et aussi évidemment de Netflix qui va arriver aussi, y compris en Belgique. Ils ont déjà produit ou coproduit une série, mais enfin il y en aura d'autres, une série documentaire, mais il y en aura d'autres. Et donc là, moi, tout ce que j'entends actuellement des producteurs, de beaucoup d'auteurs et d'autrices, c'est oui, mais la RTBF veut prendre tous les droits, enfin on en parlait de la question des droits, donc chez RTL, c'est plus facile aujourd'hui de discuter avec eux, concret, etc. Et puis quelques mauvaises expériences qui font que, bon, j'entends pas mal de monde, producteurs, qui se disent on va plutôt tester d'aller travailler avec RTL, d'aller travailler avec Netflix. Donc je pense que tout cet univers va changer et que la RTBF, à un moment, va être obligée, de par cette compétition aussi pour quand même s'attirer les talents, les producteurs, les auteurs qui sont capables de produire les contenus locaux dont elle a besoin. Tout ça va faire que ça va changer, à mon avis, et parfois le rapport de force et la manière de travailler. Et donc, ça risque d'amener, peut-être même de façon obligée, une meilleure façon de collaborer, de dialoguer, etc. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu comme ça que je ressens les choses. Quand je vois aussi ce qui est en train de se passer en France, où il y a une compétition absolue entre Netflix France, TF1, France 2, et on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a eu un débat là-dessus, que et le service public, et TF1, et parfois même Netflix, tout le monde en fiction, en tout cas, et parfois en documentaire, produit finalement à peu près la même chose, où il y avait même des titres qui se ressemblaient, des sujets qui étaient incroyables. Et voilà, donc je pense que ce paysage est en train de changer radicalement et assez vite. Et je pense que ça va certainement influencer aussi le niveau contrat de gestion. Aurélie ? Oui, bonsoir et merci. Donc voilà, moi je suis coprésidente de Prosper, qui est la fédération interprofessionnelle de la création audiovisuelle. Et je vais rebondir justement aussi sur ce qu'a dit Jean-Luc et qui a été dit bien avant par rapport à l'expertise des publics. Excusez-moi. En tant que créateur et créatrice, on a un petit peu l'impression, ce qu'on nous dit à la RTBF, c'est que l'expertise des publics, elle est du côté de la RTBF. Et que donc nous devons nous adapter, écouter ces expertises et nous y adapter. Mais j'ai l'impression que vraiment, ce serait intéressant de nous écouter aussi
En tant qu'expert des publics aussi, parce que de un, nous ne sommes pas du tout déconnectés des publics. En tant que créateurs et créatrices, nous écrivons nos films, nos séries, nos documentaires pour le public. Hein. Nous, notre but aussi, c'est d'être vus, c'est de communiquer le plus largement possible. Et on en fait aussi partie du public. Nous sommes le public. Et donc, on aimerait aussi pouvoir justement être un peu plus entendu de ce côté-là et qu'on ne nous dise pas toujours cette expertise-là, c'est nous qui l'avons, avec un sentiment aussi que cette expertise est de plus en plus dirigée par le service marketing. En tout cas, c'est le sentiment que nous en avons. C'est ce qu'on nous dit. On nous dit que c'est l'audience qui prime, ce qui, pour moi, est un discours plutôt de chaîne privée plutôt que de service public. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un problème de dialogue entre effectivement les créateurs et créatrices et les responsables éditoriaux, on va dire, de la chaîne. Et par rapport à cette charte de bonnes pratiques dont vous parliez aussi, je voulais dire simplement que donc, nous, à Prosper, avec la SACD, la SCAM et l'UPFF, donc l'Union des producteurs de films, nous travaillons, nous avons un groupe de travail pour le moment justement sur le nouveau contrat de gestion RTBF et nous avons d'ailleurs pris une note commune avec des suggestions et cette charte des bonnes pratiques fait partie des propositions que nous faisons dans notre note et donc je pense qu'effectivement ce serait déjà quelque chose de très profitable de mettre au point un petit peu les obligations, les devoirs et les attentes de chaque pôle, donc le pôle créateur, producteur et diffuseur, qui permettrait peut-être de fluidifier un petit peu les relations et la communication. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci Aurélie. Je pense juste revenir sur ce que disait Frédéric par rapport aux conditions de travail. Je pense que la RTBF se doit d'être exemplaire en tant que service public aussi par rapport aux conditions de travail, aux coproductions décentes aussi, pour que les créateurs et les créatrices et leurs équipes puissent vivre décemment de leur travail. Et au niveau des employés de la RTBF aussi, qui est une masse salariale qui soit stabilisée, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus recours à des contrats précaires et je pense que je ne suis pas la seule à penser que ça ne devrait pas être le cas d'une télévision nationale. Voilà. Il y a Monsieur Malherbe. Oui, justement, Monsieur Malherbe. Oui, bonjour tout le monde. Je représente ici l'Union des producteurs de télévision et multimédia indépendants, donc qui est une union qui est en reconstruction pour l'instant et qui est un peu le pendant du PFF pour le flux et pour les émissions de divertissement, mais aussi de factual entertainment, etc. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que Jean-Luc Gossens et Aurélie ont dit sur le besoin de communiquer effectivement davantage avec l'RTBF au niveau de ce besoin de ce dont le diffuseur a besoin pour ses publics. Nous, c'est une demande qu'on fait aussi, qu'on est en train de mettre en place. On est au niveau de la production indépendante francophone pour ce qui concerne le flux, très très en dessous de ce que font nos voisins en Flandre et en France par rapport au volume que nous produisions en tant que producteurs indépendants par rapport au volume total de ce que propose la chaîne. Donc c'est quelque chose qu'on a envie de rétablir un tout petit peu et d'augmenter donc le volume de la production indépendante. Et c'est vrai que les concertations et les discussions qu'on essaie de mettre en place avec les diffuseurs, la RTBF, mais aussi les autres, sont importantes dans ce sens-là. J'aimerais bien poser une question à Emmanuel Tour par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport au regroupement des producteurs français. De quoi s'agit-il exactement? Vous parliez d'une agrégation des producteurs français qui permet aux plateformes d'aller directement vers eux. Donc, quelle est la situation à ce niveau-là, en fait? Une situation industrielle dans laquelle vous avez des groupes comme Media One et d'autres qui sont en train de faire des fusions, acquisitions et qui sont en train de récupérer notamment pas mal de boîtes de prod indépendantes de manière à avoir une masse critique et qui commencent à se positionner de manière très forte dans la chaîne industrielle comme des acteurs majeurs et qui agrègent énormément de capacités de production. Et ça, c'est un élément évidemment qui donne dans la négociation qu'elles ont avec les plateformes et les chaînes des deux côtés énormément de poids, évidemment. Moi, je n'ai attiré l'attention là-dessus que pour bien montrer que
Côté de l'organisation de la production, il est important de garder à terme pour la chaîne, ce que j'ai appelé l'agrégateur, une vraie capacité néanmoins d'exercer son métier, sa capacité de distribution. Et là, je glisse sur la question des droits, que j'ai un peu abordé tout à l'heure. Il est clair qu'on n'est plus dans un univers dans lequel, en gros, de manière séquentielle, il y a une chaîne qui prend tous les droits d'un programme et puis basta. Ça ne marche plus pour plusieurs raisons. C'est d'abord, les programmes ne sont plus payables uniquement par une chaîne, ce n'est plus possible. Deuxièmement, il y a parfaitement des droits de démarrage, d'initialisation du programme dans lesquels une chaîne peut mettre de l'argent, et puis ensuite, pour certains droits, c'est une plateforme qui les récupère ou pas. En gros, on est dans un univers mixte, d'économie mixte du programme, qui fait que, bon gré mal gré, les agrégateurs et les médias sont obligés de s'inscrire dans une économie dans laquelle les droits sont non exclusifs, qui suppose aussi, pour pas que ce soit vicieux, évidemment, une collaboration renforcée entre les médias de service public, évidemment, les producteurs de l'autre, et qu'on n'hésite pas éventuellement à mettre les plateformes dedans. Je donne un exemple très simple. Vous avez tous entendu parler de En Thérapie l'an dernier, qui est la série à succès, en France, la série qui a le mieux marché. C'est une série que nous avons lancée avec Arte, on a accepté les premiers scripts, mais pour la suite de la production, il y a des droits qui appartiendront à Netflix, parce que sinon, tout simplement, elle n'était pas payable. Est-ce que ça pose un problème? Non. Est-ce que pour vous, En Thérapie est une série Netflix? Non. C'est une série Arte, mais Netflix a payé quand même. Donc, il y a des univers de droits qui deviennent multiples, des économies de droits et de production qui deviennent mixtes, et ça veut dire que derrière ça, la structure profonde qui doit régir la relation entre producteurs, médias et distributeurs sur plateforme doit être entièrement repensée sur un mode collaboratif et non pas sur un mode exclusivement concurrentiel. Merci, Bilal. Il y a une question de Renaud. Non, laissons Renaud. Il y a une question de Renaud Masse, qui est l'ancien président de la SCAM, puis après je reviendrai de Bilal aussi. Vous m'entendez? Oui. Super. Donc, merci de m'avoir présenté. Du coup, je ne vais pas le faire. Moi, j'avais une question assez technique sur les plans stratégiques de la RTBF. On a eu Vision 2022 qui a défini cinq tranches de public, qui a vraiment découpé le public. Et je me demandais si, à l'occasion du redéploiement du nouveau plan stratégique 2027, on avait réfléchi à 3 dimensions. La première, c'est est-ce que ce découpage a été de nature à renforcer le lien social et finalement à faire que le public RTBF identifie le service public comme un tout unitaire. La deuxième chose, c'est est-ce que les algorithmes qu'on a développés dans ce cadre, ou qu'on va développer dans ce cadre, ont éventuellement été nourris de la réflexion sur cette question, comment est-ce qu'on développe le lien social et comment ces algorithmes pourraient éventuellement s'y atteler. Et puis enfin, est-ce que la RTBF a intégré, a évalué l'effet performatif de ce découpage, c'est-à-dire le fait qu'en ayant de fait segmenté le public, elle a contribué à créer des publics spécifiques. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui rentre dans la réflexion stratégique de la RTBF aujourd'hui? Je peux répondre sur une partie. Oui, donc si je vais te tutoyer, Renaud, parce qu'on se connaît, mais si tu parles du plan stratégique, donc celui de 2016, avec ce découpage, ou du futur, alors le futur plan stratégique, il vient d'être terminé, il n'est pas encore public, donc c'est très compliqué pour moi de vous en parler, alors que même le personnel de la RTBF n'a pas encore pu en prendre connaissance, etc. Donc vraiment, il n'y a pas de secret dedans, mais je vais quand même leur réserver la primeur si ça ne dérange pas. Par rapport au découpage, c'est une question assez importante. Moi, je pense que malgré tout, le public, même s'il y a un découpage global, le public, il n'est pas soit l'un, soit l'autre, soit de ceci, soit de cela. C'est-à-dire qu'il existe toute une série de contenus qui s'adressent à différents types de publics ensemble, etc. Et donc, on n'est pas uniquement dans un cloisonnement de plus en plus épais pour que les gens ne se parlent plus et que chacun soit dans sa case. Même si ça peut être une des conséquences, et une conséquence à laquelle on doit évidemment être attentif, ce n'est pas non plus un objectif. L'objectif, par contre, il était de toucher de plus en plus de monde et de parler à de plus en plus de personnes pour justement ne pas uniquement, quelque part, exclure les gens parce qu'on veut parler à certains ou des trucs comme ça. Donc, on doit faire attention aux deux, si tu veux. Enfin, en tout cas, il me semble que ça reste encore aujourd'hui un point d'attention. Et la question algorithmique, à ce stade-ci,
ne se pose pas vraiment, mais elle va se poser très rapidement. Donc effectivement, cette question-là, et c'est ce que je disais tout au début, elle va devenir centrale selon moi, c'est-à-dire l'usage des algorithmes, oui, mais de nouveau, pour faire quoi? Si c'est effectivement pour renforcer chacun dans ce qu'il aime, dans ses attentes et dans sa bulle, ça n'a évidemment aucun sens. Si c'est au contraire pour pouvoir justement peut-être d'une part mieux comprendre d'abord les consommations, ça ne me semble pas idiot, mais en plus aussi pouvoir faire, comme le disait Emmanuel Tourpe, mettre en avant des questions de sérendipité, etc., qui soient peut-être plus ciblées, donc qui s'adresseront peut-être mieux aux personnes, mais qui leur permettront peut-être d'être confrontés à des contenus qu'ils ne consommeraient pas autrement. Là, on a un vrai enjeu stratégique particulièrement intéressant qui pourrait justement nous permettre de mieux toucher et de mieux toucher avec des contenus de service public, avec nos valeurs de service public. Comme je le disais tout à l'heure, l'enjeu principal, c'est The Voice, pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'on fait une fois que les gens regardent The Voice? Donc ça, pour moi, c'est une question qui reste centrale. Et je pense qu'un bon usage algorithmique d'un service public dans les mois et les années à venir pourrait justement parfaitement répondre à cette question. Je ne sais pas si j'ai répondu. Il y avait 3 points, je pense que j'ai répondu à 2. Je ne me souviens plus, c'était quoi le 3e? Ou peut-être que Emmanuel Tourpe veut réagir, puisqu'effectivement, il a plus d'ancienneté à la RTBF que moi. Ma réaction sera relativement marginale, je crois que vous avez absolument tout dit. Peut-être quand même de rappeler que cette approche par espèce de découpage des publics, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres moyens pour essayer de canaliser les efforts. Alors, c'est ce qu'on appelle en marketing des personas, c'est des fictions utiles. Les gens peuvent parfaitement être un jour dans telle catégorie, l'autre jour dans telle autre. Par contre, ça permet de canaliser les efforts et à un moment d'avoir quand même des écritures, des efforts de production, des efforts de diffusion, des efforts de communication qui soient un minimum quand même cadrés. Donc, c'est quand même des fictions utiles dans lesquelles la RTBF n'est pas illégitime de travailler avec ce découpage. La deuxième chose, mais je crois que vous avez absolument tout dit, l'algorithme, il sera utile s'il met en rapport des données de contenu avec des données sur les publics, et il ne sera utile que si, au-delà du juridique, c'est fait au service du public. Le fondement d'une éthique de la data, le fondement d'une éthique algorithmique, et la clé, la fin, c'est de dire la data, la donnée, l'algorithme, il est utile à partir du moment où il sert le public. Tout le reste, c'est nothing. Voilà. Reste encore à définir ce qu'est le public. C'est quoi le public? C'est pas des gens, c'est le comment, c'est le bien commun. C'est une télévision de service public, c'est-à-dire qu'il y a quand même à se poser la question, qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous cherchons à faire ensemble? Et ça, je pense que c'est une question qui est très politique, qui est énorme, mais qui en fait doit rester au centre de tous ces paramètres. Oui, elle n'est pas qu'économique. Mais elle est aussi la guerre culturelle. Elle n'est pas que économique. Oui, je vais juste très rapidement, ça ne durera pas. Juste pour dire là-dessus, parce qu'on a prévu un atelier sur le public, mais je voudrais quand même lancer une réflexion, c'est qu'il faut quand même faire attention au clivage du public. C'est-à-dire le paysage audiovisuel a tellement évolué et on a une très grande offre, on peut choisir ce qu'on veut dans des offres très différentes. Mais le service public a quand même aussi la mission qu'on regarde des choses ensemble, c'est-à-dire qu'on ne touche pas seulement au plus grand nombre de personnes, mais que des gens très différents regardent la même chose. Alors comment le faire? Moi, je pense que quand on choisit un programme, on ne va pas se dire aujourd'hui, je veux regarder un film qui sera fait de telle façon. On va dire, moi, j'ai envie de regarder un film historique ou j'ai regardé un film de cinéma. Et j'ai envie d'aller sur une chaîne où on m'offre plein de films très différents et moi, je choisis. Mais si on fait une chaîne pour tel public, une chaîne pour tel public, une chaîne pour tel public, les gens vont regarder des choses différentes, ils ne vont jamais se croiser. C'est intéressant aussi de découvrir des choses. Nous, la plupart des gens qui sont ici ont un certain âge, comme moi, donc on a connu des visions d'avant où il y avait moins de chaînes, le lendemain, tout le monde parlait de la même chose. Qu'est-ce qu'on partage encore, à part le sport, hein, le football, lors des grandes compétitions, etc. Donc, il faudrait aussi, au lieu de partager les chaînes au public, peut-être partager les chaînes en thématique, comme l'exemple de Radio France, c'est un très bon exemple. Parce que là, France Culture, c'est de la culture, mais c'est pour tout le monde. L'info, c'est pour tout le monde. Enfin, il y a certains types de publics qui regardent la culture, les émissions sur la culture, mais
l'information doit être la même pour tout le monde et d'une certaine qualité. Il ne faut pas cibler l'information. C'est un autre débat. Je peux vous donner un exemple quand même, mais qui va vraiment dans le sens de ce que fait la RTBF pour le coup, de quand même un peu cibler ses publics. Il y a 20 ans exactement, les radios de la RTBF ne décollaient pas dans leur audience. Il y avait 5 radios de la RTBF, et il y avait un vrai problème, ça ne dépassait pas une certaine audience. Alors on peut parfaitement l'accepter, sauf qu'à un moment, il y avait des moyens qui étaient consacrés, et ça ne décollait pas. J'avais mené une étude où on a montré quelque chose, on est tous restés par terre. On s'est rendu compte que les 5 radios de la RTBF étaient toutes sur un même type de motivation de public. C'est-à-dire, en gros, s'informer et s'informer institutionnellement. On s'est dit, mais est-ce que ça vaut la peine d'avoir 5 radios qui répondent exactement aux mêmes besoins, au même type de rapport à la radio? La réponse, vous l'avez aussi bien que moi, non. Donc, à l'époque, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayer de répondre à des besoins différents quand on écoute la radio. Quand vous écoutez le matin, vous avez besoin de vous informer. Le soir, quand vous avez fini tout, vous avez peut-être besoin d'écouter davantage de musique. La journée, vous avez peut-être besoin d'être un peu plus boosté en radio. Ça répond à des besoins différents. Et du coup, c'est le moment où on a reventilé les chaînes radio de la RTBF et où on a essayé de consacrer davantage les chaînes de la RTBF en fonction de certaines grandes motivations. C'est comme ça que les chaînes de radio de la RTBF ont commencé à être davantage présent sur tous les publics. Parce que le public, en tant qu'entité unique, ça n'existe pas. Nous sommes des publics, nous avons des motivations différentes dans la journée, on se croise, on est multiples. Et le problème des médias, c'est qu'ils doivent à un moment viser quelque chose qui est une fiction collective, qui est le public, mais ils ont en réalité affaire à des personnes qui sont différentes dans la journée, qui sont différentes dans leur communauté, qui évoluent différemment. Donc cette idée, au final, qu'a eu la RTBF, à un moment d'essayer de quand même avoir un minimum de ciblage, au minimum des motivations des gens, on peut le dire par tous les sens, c'est une grande professionnalisation du rapport au public, et ça a fonctionné parce que la RTBF, dans les années qui viennent de se passer, on peut le prendre par tous les bouts, elle touche beaucoup plus les publics qu'avant. Voilà. Je pense que l'identité des chaînes est importante. Évidemment. On se retrouve dans les chaînes. Et on peut en parler pour la France, ce n'est pas exact. Je crois, madame, vous avez à la fois, je comprends votre position, mais en même temps, aujourd'hui, on s'adresse à des publics. Je pense que c'est extrêmement important. Et à partir de ce moment-là, on peut parfaitement, parce qu'on s'adresse à tout, et là je suis d'accord avec ce que vous disiez aussi sur tous les publics, il n'y a pas de public à laisser de côté. Moi je suis d'accord avec vous. Je pense que ça explique à vocation, ça s'adresse à tout le monde. Mais il ne s'adresse pas à tout le monde. Le soir, ça n'existe pas possible. On ne va pas remettre 3 chaînes avec des gens qui s'assoient sur le canapé et on dit non, c'est pas possible. Mais en revanche, tous les publics. Et il y avait quelqu'un avec qui j'ai un peu travaillé en radio, qui s'appelait Philippe Labro, qui disait on était généraliste dans les années 80 en radio. Puis il s'est bien rendu compte à un moment donné, comme TF1 d'ailleurs, France 2, TF1 n'est plus généraliste, c'est fini. Si vous regardez bien les programmes de TF1, ils ne sont plus généralistes. Avant, ils faisaient tout, c'est fini. Et ils ont plusieurs chaînes. Mais ils sont multithématiques et vous avez des groupes. Donc, les bouquets, par exemple, sont extrêmement importants. Ce qui est très, très, très important, c'est d'associer, d'ailleurs, le bouquet de France Télévisions est moins réussi que celui de Radio France Info. Il n'est pas si cohérent que ça. Ils sont raccrochés à France Info et Radio France pour faire France Info. Et c'est ahurissant que le service public français n'ait pas créé dans les années 2000, comme le voulait Marc Tessier, à peu près dans les années 2000, un service de radio public, d'info. Mais voilà, je pense que le multithématique, donc, Labro disait, on n'est plus généraliste, on est multithématique, on est multipublic. Je pense que c'est ça la voie de l'avenir. Et du coup, malgré tout, en famille, en famille, on peut envisager de parler des programmes qu'on a vus et de maintenir quelque chose. Mais en revanche, à part l'événementiel, le matin, la reine d'Angleterre casse sa pipe, tout le monde regardera tout le monde regardera les obsèques, enfin pas tout le monde, mais une grande partie des Français regarderont les obsèques, et vous aussi les Belges de la reine d'Angleterre, une élection, le politique aussi réunit quand même, il y a des soirées électorales, etc. Donc il y a encore des grands phénomènes. Et les chaînes de télévision, je le sais, continuent à veiller à ça. En revanche, il y a aussi, France Télévisions, on en a reparlé il n'y a pas très longtemps, de créer aussi de temps en temps de l'événementiel, pour aussi qu'il y ait des repères là-dessus, parce que ça reste quand même important. Et là, je vous rejoins. Il y a créer de l'événementiel. On peut le créer, on peut créer de toutes pièces, je veux dire quelque chose d'événementiel. On va encore prendre 3 questions, les dernières, parce qu'on arrive au terme de notre débat, et on va avoir après les 3 questions, la synthèse de Myriam Leroy. Donc, Ravière. Donc, Ravière Bacar-Comine, du CBA et de l'APA. Mais je voulais juste rebondir et parler d'une chose et rebondir un peu aussi
par rapport à ce qu'Emmanuel Courpe a dit au niveau du deuil. Tout à coup, ce mot m'a questionné. Je me suis dit, tiens, en fait, ce que nous vivons aussi, c'était évidemment, puisqu'il s'agit d'un contrat de gestion qui va être signé, c'est-à-dire que avons-nous une langue commune, avons-nous un même vocabulaire pour définir les choses entre les producteurs, les auteurs, les diffuseurs, et ça me semble important de réfléchir à cette question. Avons-nous un langage commun? Quand vous dites innovation, est-ce que j'entends la même chose innovation? Quand vous dites auteur, est-ce que moi c'est la même chose? Est-ce que ça rejoint la question mais on voit bien ce soir que même la question du public véhicule un imaginaire différent chez les uns et les autres. Est-ce qu'on va réussir à avoir une langue commune, à définir une langue commune? Travaillant dans le documentaire, on voit bien que le glissement de sens entre un documentaire, à un moment donné on disait documentaire d'auteur, on s'est dit tiens, ça ne marche pas, il y a toujours un auteur, appelons ça un documentaire de création, autre absurdité. Et donc en fait, des mots comme ça, en fait, nous conviennent et font qu'en fait, on remplit toujours son contrat de gestion, en gros, puisque ces mots, on peut les glisser et ils peuvent changer de nature, changer de réalité à partir de celui qui le dit. Ça me semble important d'essayer de le définir. Mais je pense qu'on n'y arrivera pas. On ne parviendra pas à s'entendre sur ce qu'est un documentaire par rapport à ce qu'est un reportage si on y va avec c'est le rapport à l'autre, etc. Je pense que c'est un système de valeurs qui est en commun et qui est difficile à définir. Même une charte, ça demande un accord sur un vocabulaire. Donc ça, c'est quelque chose qui m'inquiète et qui en même temps est une question qui va être fondamentale, puisque c'est des papiers qu'on signe. Et là-dessus, sur le deuil, c'est ça que je ne comprenais pas tout à fait ce que vous vouliez dire. Est-ce que le deuil qui est à faire sur les publics, sur les éventuels publics ou sur les éventuels programmes, est-ce que ça veut dire qu'il y a dans ce qui est soutenu pour l'instant par la RTB, il y aurait peut-être une forme de cinéma documentaire ou une forme de programme culturel dont il faudrait faire le deuil. C'est-à-dire que ce mot-là, je ne savais pas dans quel sens le comprendre. Mais c'est intéressant, je n'ai pas besoin de la réponse, mais le fait que même un mot comme celui-là me pose question parce que je ne sais pas si le deuil de certains publics ou le seuil de deuil de certains programmes, on parle de la culture ou on parle du programme de divertissement qu'on trouve sur quatre chaînes. Et un autre deuil qui m'inquiète, c'est le deuil de collaboration historique. Alors je sais que la relation entre les auteurs et le diffuseur a été compliquée parce que j'en suis un observateur et un intermédiaire régulier et que je sais que la chaîne n'a pas été satisfaite du programme documentaire parfois que l'auteur ou le producteur a vu. Ça ne correspondait pas et que ce décalage il a abîmé la relation et cette relation doit être renouée. Mais en même temps, je vois que ni auteur ni producteur sont des appellations contrôlées, ce n'est pas des AOP, ce n'est pas un camembert. Et donc aujourd'hui, le danger serait qu'on fasse le deuil de collaborations anciennes de producteurs et d'auteurs, j'ai envie de dire plus historiques, mais dont la valeur ne serait pas le fait qu'ils soient là depuis toujours, mais c'est qu'ils représenteraient peut-être encore certains des valeurs qui sont proches de valeurs de mission du service public. Et faudra-t-il faire le deuil de certains collaborateurs, auteurs et producteurs, au profit de nouveaux qui existent? Et il y a des nouveaux auteurs, des nouveaux producteurs de programmes qui sont là et qu'on commence à nouer des relations fortes avec le diffuseur. Mais là, moi, je souligne un danger dans un développement industriel court terme, c'est le danger d'une numérisation de ces nouveaux producteurs et auteurs qui ne vont pas, à mon avis, structurer la filière de production de la même manière. Donc voilà, ça c'était juste autour des mots, mais souligner aussi que par rapport au documentaire, il y a une forme d'absurdité d'une certaine manière, à peut-être le danger de mettre à la marge une création qui doit se remettre en question, mais qui existe et qui est forte et qui circule à l'international, dans les festivals, et en faisant ça, fait circuler la marque, ce qui n'est pas rien, ça fait circuler la marque, mais il y a une forme quand même d'absurdité aussi à ce que un contenu qui est soutenu, voulu par une politique culturelle de la Fédération, le Centre du cinéma, que ce contenu soit peut-être mis à la marge de la grille. Et donc là aussi, pour moi, tout ça demande, au-delà d'un contrat, une espèce de New Deal sur les valeurs et des créateurs, et des producteurs, et du diffuseur. Et du politique, évidemment. Avec une réaction. Sinon, je passe la parole à Julie Masse.
Oui, bonjour. Donc, je suis Julie Mas, je suis membre du conseil d'administration de l'Union des artistes, interprète principalement, mais nous avons d'autres artistes parmi nous. Et donc, l'Union des artistes est aussi membre de Prosper. Donc, je voudrais bien revenir sur ce qu'a dit Aurélie Winan, sur la problématique de la précarisation de beaucoup de métiers, et pas que les artistes interprètes. Ça touche aussi les auteurs, les techniciens. Et donc, moi, je suis déjà dans cette discipline depuis plusieurs décennies, et c'est vrai que j'assiste à une sorte de dégringolade, que je mets le mot ubérisation, ça résume assez bien. La RTBF était quand même un service public qui a quand même, je pense, un tiers du budget de la culture. Donc, en fait, elle devrait renvoyer son budget vers les personnes qui fabriquent cette culture, ces contenus. Et donc, on parle effectivement, Aurélie parlait d'une charte de bonne pratique qui est en proposition dans ce nouveau contrat de gestion. Et c'est important que cette charte de bonne pratique ne soit pas juste des mots comme diversité, parité, des concepts globaux. C'est important qu'il y ait des curseurs précis qui soient déterminés avec les fédérations, avec les acteurs vraiment qui fabriquent ces contenus. Et ma question, c'est, bon, le contrat de gestion, on sait, il existe déjà. Moi, j'ai lu les parties qui nous concernent. Il y a des très belles choses dedans, mais on sait que dans la pratique, c'est pas toujours respecté. Donc, ma question, et c'est la question de l'Union des artistes, c'est quels peuvent être les leviers mis en place pour, quand ça déraille et quand ça ne va pas dans la bonne direction, quels sont les leviers qui sont en place pour, pendant le contrat de gestion, une fois qu'il est signé, qu'il est déterminé entre nous, pour pouvoir rétablir le tir. Je sais qu'il existe la plateforme de concertation RTBF, c'est un exemple, mais c'est important de bien garder en tête qu'il y ait des leviers. Voilà, c'est ça ma question. Qu'est-ce qui peut être prévu à ce niveau-là pour qu'elle soit respectée? Voilà, merci. Baptiste, tu peux répondre? Oui, alors, le contrat de gestion, c'est un contrat entre qui et qui? C'est un contrat entre la RTBF et le pouvoir subsidiant, le gouvernement en l'occurrence, le politique. Donc, si la RTBF ne respecte pas une part du contrat, il me semble qu'alors vous devez vous tourner vers le politique. Et ça va dans l'autre sens aussi. Hein. Mais donc, moi, je ne sais pas vous dire autre chose. Le contrat, il est entre le pouvoir subsidiant et le média. Donc, c'est l'un ou l'autre. Quand un des deux ne remplit pas sa part du contrat, il faut se tourner vers l'autre pour qu'il fasse respecter ses droits. Je vais donner la parole à Madeleine Cantard du CSA qui doit pas répondre, j'imagine. Et en effet, CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, bonsoir à tous. Oui, nous contrôlons annuellement les obligations de la RTBF. Donc, chaque année, on contrôle les obligations et d'ailleurs, nos rapports sont absolument disponibles sur notre site et on vient de terminer donc en fin 2021 le contrôle. Il y a toujours un décalage malheureusement entre l'exercice contrôlé et les rapports que l'on rend, mais c'est extrêmement intéressant bien sûr de lire nos rapports et de voir aussi comment le collège d'autorisation et de contrôle se positionne par rapport aux obligations, mais aussi par rapport à certaines formulations du contrat de gestion qui ne permettent pas toujours non plus d'aller totalement au bout des choses au niveau des contrôles. Et nous avons évidemment, nous aussi, des souhaits de précision ou d'amélioration de certains points dans le contrat de gestion en tant que régulateur des médias. Mais donc, c'est un exercice que nous faisons annuellement, vu que la RTBF fait bien évidemment partie de nos régulés. Oui, juste mes excuses. Il est évident que le CSA est l'organe tout désigné pour faire ce genre de travail d'intermédiation. Mais c'est parfait, ça me donne l'occasion vraiment de vous inviter tous à lire les bilans. Ce sont des bilans vraiment complets et le CSA, c'est bien sûr un organe de contrôle, mais aussi qui amène, en tout cas on l'espère, une réflexion intéressante sur des enjeux démocratiques de société. Donc, bienvenue sur le site csa.be. Et à votre disposition si vous avez d'autres questions aussi, évidemment. Merci, et vous ferez partie des prochains débats. Absolument. On aura l'occasion d'en reparler. Tout à fait. Dernière question, parce que là, l'heure tourne. Donc, il y a une question de Monique Mbeka, et puis après, on passera la parole à Myriam. Oui, bonjour. Donc, Monique Mbeka, réalisatrice, productrice, scénariste, et membre du comité belge de la SACD et également de l'ARPI, l'Association des réalisateurs producteurs indépendants. Je voulais intervenir ici
en disant qu'il me semble qu'on n'a pas beaucoup parlé de diversité et que je trouve que c'est aussi quelque chose qui est important par rapport au modèle télévisuel, au phénomène du pic que nous vivons actuellement. Il est tout à fait clair que des productrices comme Shonda Rhimes ont joué un rôle assez important. Et il me semble que dans cette définition des publics qui doit se faire en Belgique, cette option-là est rarement mise en avant. Et je crois qu'on se prive ainsi aussi bien d'opportunités de nouveaux publics qu'également de nouveaux thèmes. Et peut-être que ça peut faire partie de certaines solutions, mais je trouve que le débat est absolument ignoré. Et pourtant, rien qu'à voir les dernières évolutions, par exemple les séries francophones actuelles, absolument, on n'en tient absolument pas compte. Mais quand on va de l'autre côté, au nord du pays, c'est par contre une effervescence. Moi, je connais plusieurs collègues qui travaillent très régulièrement, pourtant ils sont francophones, de l'autre côté de la barrière linguistique, et pourtant on cite Bruxelles comme étant la troisième ville la plus cosmopolite du monde. Donc je crois qu'il faut vraiment interroger tout cela, et rien que de parler de ce qui s'est passé par exemple hier sur le plateau de TF1 avec la première d'une chanson par Stromae, c'est dire à quel point certaines possibilités en termes d'innovation peuvent venir de cette partie invisible et pourtant très visible de la population belge. Il y a une créativité, il y a des interrogations, il y a des, comment dire, il y a des biais qu'on peut mettre de côté, qu'on peut dissiper quand on s'interroge sur cette histoire-là. Alors, une autre chose aussi dont je voudrais parler, c'est on ne parle, monsieur, je ne sais pas si c'est monsieur Emmanuel Sour qui en a parlé tout à l'heure, mais on ne parle pas assez, effectivement, de tout ce qu'il y a eu au niveau des phénomènes privatisation, télévision publique, aussi bien en France qu'ici en Belgique, du côté francophone et du côté flamand. Récemment, RTL, semble-t-il, a un peu baissé le drapeau. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? À la suite de quelle philosophie? À la suite de quelles évolutions? À la suite de quel comment dire, processus? On ne s'interroge pas aussi suffisamment là-dessus pour pouvoir faire en sorte qu'effectivement, au niveau créatif, on tire nos marrons du feu. Les choses se passent et ne sont pas interrogées, ne sont pas questionnées, ne sont pas analysées. Et pourtant, on parlait de l'industrialisation qui se fait du côté de la France, de groupes qui se massifient et qui deviennent des interlocuteurs sur le marché. Eh bien, il est évident qu'il faut aussi s'interroger là-dessus. Au niveau de la privatisation dans ce pays, qu'est-ce qui s'est réellement passé et quelles sont les conclusions à en tirer pour que nous, créateurs, créatrices, tirions nos marrons du feu. Voilà. Merci Monique. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Est-ce que vous voulez avoir un petit mot de conclusion l'un ou l'autre ou rajouter quelque chose au débat? Non, moi juste, j'ai bien entendu les préoccupations ici où je vois qu'en fait il y a un point de tension qui est à la fois problématique mais en même temps tout à fait compréhensible entre d'une part la liberté de création qui reste en fait votre valeur cardinale et votre manière de travailler, et puis un cadre médiatique qui est à la fois très ouvert et très contraignant aussi. Et donc, à ce moment-là, vous allez faire face à des personnes qui font un travail d'orfèvre, que ce soit en matière de placement dans des grilles, etc. Et donc, en fait, je comprends bien ces points de tension-là. Et effectivement, il va falloir trouver une manière de fluidifier tout ça. Mais je pense que les contraintes sont aussi très fortes. Elles sont parfois très questionnantes, mais parfois elles sont tout à fait justifiées aussi, que ce soit de la part de n'importe quelle chaîne de télé ou même d'un média de service public. Et donc, voilà, je sens bien que ça va demander des évolutions. Ça va demander des évolutions des deux côtés d'ailleurs. Voilà. Et trouver l'espace de discussion qu'il peut y avoir. Bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est un élément qui est fondamental aujourd'hui, vu toutes les transformations dont vous avez tous les trois formidablement parlé. Donc,
cet espace-là, il devient vraiment vital pour la Oui, juste deux choses. Je crois qu'effectivement, indépendamment de la réglementation juridique, etc., de ce qui fait la spécialité du service public, je pense qu'en effet, c'est pas pour vendre ce qu'on a fait en France, mais une charte, un espace de dialogue un peu plus construit, indépendamment de tout, de ce que sont les contrats d'objectifs et de moyens en France, mais l'équivalent pour vous, contrat de gestion, c'est ça. Voilà. Je crois qu'il faut le faire, parce que je crois que c'est très important. Ça fait partie de la qualité du service public et de la relation et de ce qu'on attend les auteurs, les autrices et les producteurs. La deuxième chose, c'est c'est marrant, on n'a pas parlé ce soir du tout du rapport, très peu, vous l'avez, du rapport du service public à l'audience. Or, c'est un des problèmes systématiques sur lequel on bute. Et c'est un problème qui crée des tensions permanentes. Moi, je pense que de temps en temps, le service public abuse de ce discours sur l'audience, et que parfois, et dans le documentaire, peut-être encore plus de la fiction, parce que la fiction est, vous avez raison, assez vite populaire, au bon sens du terme. Il y a plus de monde qui regarde des fictions que des documentaires. Et dans le documentaire, c'est parfois très agaçant que le service public lui-même vous en parle. Voilà, parce que ce ne sont pas des problèmes ce ne sont rarement pas des problèmes de prime, très peu. Et quand c'est des problèmes de prime, en général, les auteurs font pas de remarques. C'est assez logique. Par contre, il y a un vrai problème, j'arrête là-dessus, c'est la deuxième partie de soirée. Mais ça existe, c'est concret, la deuxième partie de soirée. Et qu'il y a des moments, quand le service public en France vous met un documentaire à minuit 10, alors peut-être que c'est un documentaire d'auteur, mais on sent, voilà, il y a de temps en temps un moment où on se dit, il y a un peu d'abus. Mais ils vous disent, et c'est là où il faut faire attention, le service public se traite dans sa dignité en disant, oh ben, regardez, on est les seuls à le faire. Minuit et quart. Donc, il y a un problème d'audience, il y a un problème de grille. Ça, c'est un vrai sujet. Et de temps en temps, c'est très agaçant que les équipes des services publics font ceux qui sont, vous savez, les gens qui disent non, mais les bons catholiques, vous savez, ils sont tellement bons catholiques et bons chrétiens qu'ils font jamais rien de mal, parce qu'ils sont des bons catholiques. Et le service public fait jamais rien de mal parce qu'il est le service public. Donc ça, il faut faire attention à ça. Il faut que le service public accepte une part de critique là-dessus, l'entende clairement, ce qu'il ne fait pas toujours. Voilà. Parce qu'il est toujours censé faire le bien. Voilà. Voilà. Je termine sur une petite note un peu moqueuse, mais il y a du vrai. Et il faut faire attention à ça, je crois. C'est un chantier qu'on mène actuellement. Oui, on travaille en chambre de concertation. Oui, bien sûr. Voilà. Mais moi, pour terminer, j'ai une seule suggestion qui va dans le sens de ce que j'ai dit, mais je crois aussi de ce que vous avez dit, c'est que dans les indicateurs du contrat de gestion, il y a bien sûr l'indicateur d'audience qu'on ne peut pas ne pas mettre, c'est pas possible. Mais probablement qu'à côté et en regard de cet indicateur de quantité de public, il y a probablement des indicateurs de service au public qui peuvent être développés. Oui, vous avez raison. De type indicateur de satisfaction, mais pas seulement, qui tient aussi les services rendus au public, ou par exemple, cette chaîne est-elle indispensable ou pouvez-vous vous en passer? Voilà. Donc il y a des indicateurs, pas seulement quantitatifs, de quantité de public, mais de services au public qui peuvent être développés. Voilà. Merci Emmanuel, merci à tous. Je vais laisser Myriam conclure. Alors, deux auteurs majeurs ont été sollicités par nos intervenants ce soir. Einstein, avec tout ce que l'on ignore, n'existe pas pour lui. Autrement dit, l'univers se résume à la taille de nos connaissances. Autrement dit, nos représentations sont tributaires de ce que je choisis d'en dire et de dire nos médias. Et on a également vu surgir Spinoza dans les débats, avec toute détermination et une négation. Autrement dit, choisir, c'est renoncer. La Fédération Wallonie-Bruxelles finance en partie la RTBF et celle-ci doit donc se conformer à un contrat de gestion qui sera discuté ces jours-ci au Parlement de la Fédération. Alors, quel est l'univers de représentation que ces missions vont contribuer à façonner? La ministre des Médias, Bénédicte Linard, a ouvert la séance à distance en insistant sur les mutations à l'œuvre dans le monde des médias, stimulées par la pandémie de Covid-19. Elle a évoqué la consolidation des grands groupes de médias locaux, la prédominance de grandes plateformes internationales, l'abondance d'offres et de contenus, la propension du public à se tourner vers des médias non linéaires et la crise de confiance d'une partie du public envers les médias traditionnels, qui nous amène à devoir penser davantage le rôle d'éducation aux médias, des médias de service public, et pas uniquement auprès des jeunes, mais aussi, et peut-être surtout, auprès des personnes âgées. Isabelle Ray, la présidente du comité belge ASCAM, a rappelé quelques points importants du contrat de gestion qui établit et rappelle que le service public est un acteur essentiel de la vie démocratique, car il est une source d'information indépendante et pluraliste, parce qu'il permet de lutter contre la concentration des médias. Il a pour mission de décoder le monde qui nous entoure, d'éduquer aux médias,
dans un monde où l'on sait d'être sollicité par ces médias. Le média de service public est aussi un employeur majeur en Fédération Wallonie-Bruxelles qui ne doit pas seulement valoriser les talents avec fierté, mais aussi les financer avec des normes de qualité élevées. Le prochain contrat de gestion doit déterminer comment parvenir à atteindre ce programme, comment fidéliser et attirer le public autour de ces missions, en pensant également le rapport aux algorithmes qui ne peuvent pas être seulement la préoccupation d'acteurs privés. Baptiste Herkes, qui est président du CA de la RTBF, rappelle lui aussi le contexte dans lequel l'examen du contrat de gestion prend place, le morcellement des supports, qu'ils soient linéaires ou numériques, la guerre des contenus et le regroupement des médias. Son intervention confirme la prévalence de l'inquiétude liée aux fake news dans la manière dont on peut se figurer le service public du futur. Il souligne que dans les pays de l'Union européenne où les services publics sont les plus forts, les fake news sont les plus faibles. Et c'est dans ces pays-là que le débat démocratique semble le moins colonisé par les populismes. L'algorithme pour y parvenir, qui est la plupart du temps, pour y revenir, pardon, qui est la plupart du temps convoqué pour évoquer ces effets pervers sur les buts de propagation d'idées antidémocratiques et de fake news, est aussi, dit Baptiste Herkes, un outil qui permet de rester au contact des gens, enfin qui pourrait le permettre. Il y aurait un usage de services publics des algorithmes à penser, notamment pour court-circuiter des automatismes de consommation et pour recevoir précisément des choses qu'on n'a pas demandées. Hervé Rony de la SCAM France propose un regard transversal sur l'ensemble du paysage médiatique français, avec un périmètre plutôt stable, dédié aux médias de service public, même si on a risqué de perdre France 4, et qu'on a donc passé tout près de voir les contenus de France 4, peut-être rapatriés sur les autres chaînes de France Télévisions, quitte à les déshabiller et même à les dépouiller. Et en parlant de déshabillage, il expose aussi la question de la redevance, qui est stable en France, alors que le déploiement numérique du groupe France Télé nécessiterait davantage de moyens. Il s'agirait donc de penser son augmentation lente et sur le long terme pour susciter l'adhésion du contribuable et du public, ou du moins pas son rejet. Cette année est une année présidentielle. 2 candidats se déclarent favorables à la suppression de la redevance. Et il y a aussi Valérie Pécresse, qui est issue d'un parti de la majorité des gouvernements susceptible d'être encore au pouvoir aux prochaines élections. Valérie Pécresse, qui n'est pas claire sur le sujet de l'éventuelle privatisation des chaînes de service public. Hervé Rony indique que la concentration médiatique la plus inquiétante actuellement, c'est Bolloré-Lagardère, bien plus que TF1 M6. Puis Emmanuel Tourbe, qui après avoir dirigé les programmes de la RTBF et d'Arte, pense aujourd'hui le déploiement numérique d'Arte, martèle un mot, c'est désintermédiation, la diminution voire la suppression du médiateur entre producteurs et consommateurs, qui est une tendance de fond. Quel est le rôle d'un agrégateur, et donc de la RTBF, dans un univers où les chaînes risquent d'être bypassées par les plateformes? La désintermédiation est une opportunité, selon Emmanuel Tourbe, si on repense l'agrégateur, si on pense le service public comme un vecteur central d'une dynamique industrielle locale, et si la collaboration entre services publics au pluriel, locaux et nationaux, devient un vrai vecteur de production et pas seulement à la marge. Choisir, c'est donc renoncer, pour paraphraser Spinoza, et Emmanuel Tourbe évoque la BBC, qui a fait le deuil d'une partie du public, 25% du public, qu'elle sait ne pas pouvoir atteindre. Alors pourrait-on imaginer que la RTBF s'engage dans une réflexion similaire? Et alors sur quoi concentrer la légitimité du service public? Parce que celle-ci ne se bâtit pas uniquement sur l'information. On en revient à la définition d'un service public, qui selon Hervé Rony doit être dans une logique de l'offre, alors que tout tend aujourd'hui à y introduire une logique de demande. Le service public doit faire ce que le privé ne fait pas. Baptiste Herkes pense qu'il ne faut pas abandonner une partie du public, et que la RTBF le fait d'ailleurs plutôt bien, ne pas abandonner une partie du public. Mais une fois qu'on a ferré le poisson, entre guillemets, avec du foot ou de voice, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on leur offre de plus ou de mieux? Emmanuel Tourbe dit qu'il y a un abîme entre objectifs de chaîne, de public, de portefeuille d'offres et ceux des créateurs. Agréger des contenus, c'est un métier qui est très peu connu des producteurs de ces contenus, qui ne pensent pas en termes de cases. Ces métiers ne se parlent pas et c'est probablement dommageable pour tous. Et d'ailleurs, l'une des dernières interventions de la salle, venant d'un auteur, d'un travailleur du documentaire, dit justement « Avons-nous encore un langage commun ?» Ce qui semble être une préoccupation de tous les auteurs présents à cet atelier, et surtout sur Internet, ceux qui nous ont rejoints en distanciel, même plus qu'une préoccupation, plutôt une conclusion. Nous ne parlons pas assez souvent la même langue. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être là, d'avoir été là ce soir. Et je vous donne rendez-vous donc samedi 29 pour la suite de nos rencontres. À bientôt. Merci et bonne soirée.